Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de Sport 8 pour la dernière de l'année 2016. Et oui, déjà, la fin de cette année, une année riche en enseignements côté sportif pour les pays de Savoie. Je suis ravi de vous retrouver, donc plein de choses à voir pour cette dernière. Ce soir, je reçois Sophie Golaz, vous êtes entraîneur au SG Annecy et on va parler de patinage artistique puisque le club d'Annecy est de retour sur le devant de la scène. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Avant de débuter cette émission, avant de revenir au patinage artistique, on va débuter avec les sports d'hiver cette saison. On commence avec le biathlon et un grand coup de chapeau à Anaïs Chevalier. La jeune biathlète réalise un superbe début de saison. Confirmation ce week-end à Nové Mesto en République tchèque. Anaïs Chevalier se classe deuxième sur le sprint et elle remporte surtout la poursuite. Premier succès en Coupe du Monde pour Anaïs Chevalier. Une victoire qui en appelle d'autres, on l'espère. On voit ces images de bonheur d'Anaïs Chevalier sur le podium. Chez les hommes, pas de surprise, avec un nouveau week-end de parfait pour Martin Fourcade, toujours à Nové Mesto en République tchèque. 3 courses, 3 victoires pour Martin Fourcade qui écrase littéralement la concurrence avec 7 victoires en 8 courses depuis le début de la saison. En ski cross, Jean-Frédéric Chapuis continue, lui, son début de saison quasi parfait, un petit peu comme Martin Fourcade. Le champion olympique de Sochi remporte l'étape de Montafon en Autriche. Il s'impose devant son compatriote Jonas de Voissou. Au classement de la Coupe du Monde, Jean-Frédéric Chapuis compte 97 points d'avance sur son dauphin. Chez les femmes, belle performance pour Marielle Berger-Sabatel qui, en Autriche, signe son premier podium de Coupe du Monde. On reste à Montafon en Autriche avec la très belle performance des snowboardeuses. On parle là de snowboard cross avec un joli tir groupé des Françaises. Chloé Trespeux se classe deuxième de l'étape et Deli Moelle-Nocause quatrième. On termine avec le ski halfpipe et là aussi des très bons résultats pour les Français du côté de Cooper Mountain aux États-Unis avec une victoire pour Kevin Roland et une deuxième place pour Ben Valentin. Un mot de ski alpin. Le week-end a été un petit peu moins productif que les week-ends précédents pour les équipes de France, mais Mathieu Fèvre se classe quand même deuxième du géant d'Alta Badia derrière Marcel Hirscher. On écoute Mathieu Fèvre. Comme je disais à Val d'Isère, voilà, il y a des courses, il faut les prendre comme elles viennent, il faut en tirer le positif et le négatif à chaque fois. Je commence à savoir gérer maintenant, d'être en position d'aller gagner, de faire des podiums sur la première manche. Et voilà, je suis content à chaque fois que je me retrouvais dans cette situation-là. J'ai réussi à monter sur la boîte, donc il y a encore beaucoup de travail, mais je commence à être satisfait de ce que je produis. Ça fait partie des pistes références pour le géant. J'ai eu plus de mal à Val d'Isère sur la face où c'est une piste qui correspond un petit peu plus au slalomeur. Là on est revenu sur une piste qui correspond complètement aux géantistes. J'arrive à remettre le pied sur le podium. Et voilà pour la belle performance de Mathieu Fèvre. Une course à oublier pour Alexis Pinturo qui était jusqu'alors leader de la Coupe du Monde de géant qui est sorti malheureusement en deuxième manche. On part descente avec la très belle performance d'Adrien Théo qui se classe quatrième de la descente de Val Gardena, toujours en Italie. Une descente remportée par l'Autrichien Max Franz. On écoute le skieur de Val Thorens, un petit peu déçu malgré tout après la course. C'est vrai que 3 centièmes du podium, c'est très dur à digérer parce que des quatrièmes places, j'en ai à l'appel. Voilà. Après, c'est toujours mieux que cinquième, mais un podium, ça se refuse pas. Et j'ai déjà fait un podium en Super G ici. Un podium qu'on m'a un peu volé en descente ici aussi parce qu'ils avaient annulé la course après. Donc voilà, j'aurais bien aimé faire un petit podium, ça aurait été un beau clin d'œil. Bon, 3 centièmes, ça fait mal, mais c'est le jeu du ski et c'est comme ça. Ouais, la forme est là. Comme je l'ai dit, après, toute la course est très bonne. Hein. Je fais un très bon chasse-latte. C'est une partie que j'adore énormément. C'est en gros la partie technique de cette piste. Voilà, je perds un peu trop de temps sur la partie plate aujourd'hui, mais je me lance pas très bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, mais le ski est là, donc c'est très bien, même en Super G. Hein, hier, en analysant la course, le ski est là aussi. Il y a des petites choses qui font que ça n'a pas marché. Mais quatrième, voilà, je fais cinquième l'autre jour, quatrième aujourd'hui. Donc non, c'est très bien. Après, c'est sûr que je ne me satisfais pas de ça et d'une quatrième place encore moins. Mais bon, comme je le dis, c'est toujours mieux que cinquième pour les points. Voilà, Adrien Théo qui se classe quatrième. Et puis pour finir sur cette partie ski, un très grand coup de chapeau à l'équipe de France masculine de relais. On parle là de ski de fond qui a brillamment décroché la 3e place de l'épreuve disputée à la Clusaz ce week-end sur le plateau des Confins. Sophie Golas, c'est à nous. Je le disais en introduction, Annecy a frappé fort ce week-end avec un titre en championnat de France élite pour les hommes avec le sacre de Kevin Emoz. Une belle performance. Une très belle performance, oui. Il est vraiment allé chercher à performer sur ces 2 programmes. Il a été génial, tout simplement. Alors l'épreuve se disputait sur la patinoire de Caen. Sincèrement, le plus sincèrement possible en tant qu'entraîneur, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat ? Oui et non. En fait, il ne fait pas partie des favoris.
Mais nous, on est persuadés qu'en étant au top sur ces deux performances, il pouvait vraiment mettre en difficulté ses concurrents directs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il a réussi à mettre la barre en performant le mieux possible sur chaque élément de ces deux programmes. Alors, il est arrivé, vous l'entraînez depuis le mois de janvier à Annecy. Oui. Il y a, j'imagine, une grosse part de satisfaction. On se dit, voilà, après tant d'efforts, les résultats sont là, ça a fini par payer. Oui, parce que ça, c'est pas toujours évident. Et il apprend petit à petit ce qu'il faut faire à l'entraînement pour pouvoir performer pendant les compétitions. Il a réussi des coups sur un programme court ou un programme long, mais très rarement sur les deux programmes. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il prend de la maturité, qu'il prend de l'expérience et il commence à mettre en place vraiment des stratégies pour pouvoir réussir le moment présent. Alors, j'ai rencontré Kevin Emo ce dimanche soir, juste avant qu'il reparte vers Grenoble. On l'écoute. Je suis surpris et content, mais surtout surpris. C'était plus un combat personnel parce que ça fait que 3 semaines où je me concentre vraiment sur mes entraînements. Et là, sur cette compète, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Du coup, je me suis vraiment battu avec moi-même pour aller jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Ça dit, enfin pour moi, ça montre que j'ai les capacités pour me battre contre les grands. Ça marque quand même les esprits de finir premier au championnat de France élite. Après, marquer ma carrière, oui, certainement. De ce qu'on m'a dit, j'avais des adversaires qui étaient déjà un petit peu douteux de leur capacité de temps en temps quand j'étais là, mais là, ça fait un petit peu plus peur. Enfin, j'espère. Voilà pour la réaction du tout nouveau champion de France élite. Sophie, Kevin a remporté les deux programmes, le court et le libre. C'est signe d'une réelle maturité à son âge. On rappelle qu'il a seulement 19 ans. Oui, mais il est encore en phase d'apprentissage sur un certain nombre de points techniques d'une part, et d'autre part l'apprentissage vraiment du sport de haut niveau, de la compétition internationale de haut niveau avec enjeu. Et donc là, il a appris beaucoup de choses ce week-end. Nous, on sait qu'il est capable. Maintenant, il s'en rend compte et à lui de mettre toutes les chances de son côté pour vraiment réussir. L'écart avec son dauphin, Shafik Besseguir, est infime, à peine 1 point de différence entre les deux. Selon vous, sur quoi ça a pu se jouer, cette différence? Kevin a été régulier sur ces deux programmes. Il est allé chercher les points sur toutes ces difficultés techniques, que ce soit les sauts, les pirouettes et tout ce qui est le contenu du programme. Et il a su mettre ça en œuvre sans que ce soit au détriment de la qualité de son programme en termes d'artistique, d'émotion. Il s'est vraiment donné. Sophie, je vous propose de parler d'une autre discipline avant de revenir au patinage, direction Saint-Baldolphe en Savoie, où le club local d'haltérophilie accueillait ce week-end le premier tour de la Coupe de France. On regarde le reportage. Il y avait du beau monde ce samedi à Saint-Baldolphe pour le premier tour de cette Coupe de France, comme en témoigne la présence d'Enzo Menoni et Israël Kaiki Kelofé du club de Saint-Marcelin en Isère et tout juste revenu des championnats d'Europe junior. Preuve s'il en fallait de la bonne santé du niveau de l'haltérophilie en Auvergne-Rhône-Alpes après une période creuse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeunes qui avaient, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, participé à des compétitions d'envergure internationale. Le niveau des athlètes en région Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes était plus élevé il y a quelques années de ça, il y a 10 ans de ça au moins. Et on a connu donc une baisse, je dirais, du niveau moyen, du haut niveau même en Rhône-Alpes. Mais là, on est dans une phase, je dirais plutôt ascendante. Symbole de cette nouvelle génération talentueuse, les sœurs Picot, Zéline et Ziane, couvées par leur club de Saint-Baldolphe. Ce samedi, les deux championnes de France cadettes avaient pour objectif de faire tomber les records. C'est malheureusement raté pour cette fois. Les filles, bon, on va dire que c'est mitigé. On attendait à mieux que ça, mais enfin bon, elles sont en période foncière. Et pour nous, la période foncière, c'est un moment où on encaisse du travail. Donc je pense que les records vont venir plus tard. Elles sont simplement encore... Elles attaquent cadet maintenant, donc elles ont encore 2 ans pour battre les records de France. Et je pense que d'ici peu de temps, ça va exploser. Conscient d'avoir en son sein 2 éventuelles futures championnes, le club de Saint-Baldolphe compte énormément sur les sœurs Picot
pour le faire grimper dans la hiérarchie nationale. Les deux ont un super potentiel, hein. C'est des espoirs français. Pour Ziane, c'est plus dur, elle est plus petite. Elle a un petit gabarit, donc forcément, elle progresse plus doucement, mais elle est terrible aussi, Ziane. Il y a vraiment un potentiel, donc on mise tout sur elle, ils sont à fond dans l'haltéro, quoi. Et elle a les parents derrière, elle a tout le monde qui sont là pour les aider. Donc moi, de mon côté, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle réussisse. D'un point de vue purement sportif et malgré cette petite déception, le club savoyard s'en est plutôt bien sorti dans cette compétition, avec 2 premières places chez les filles et en mixte. Sophie Golas, vous qui entraînez Kevin Emos, dressez-nous un petit peu le portrait sportif de ce jeune champion. Quelles sont ses principales qualités ? Alors, sa principale qualité, Kevin est un artiste. Donc, il est vraiment capable de donner de l'émotion quand il patine. C'est un artiste. Donc, comme tous les artistes, il a un peu les défauts de ses qualités. Il va falloir apprendre à être vraiment dans la performance technique à l'instant T. On va prendre un peu de hauteur à présent avec la cérémonie des micros d'or que vous avez pu suivre en direct la semaine dernière du côté de Chamonix. Les micros d'or, c'est une cérémonie qui récompense les journalistes avec un jury composé de sportifs. Je vous propose d'écouter Marie-Amélie Le Fur, la présidente du jury, et Yann Ovine de TF1, un journaliste récompensé. C'est vrai que quand on m'a proposé d'être la présidente du jury, j'étais agréablement surprise et aussi honorée. Et ça a vraiment été quelque chose de très agréable parce que les membres du jury étaient des gens que je connaissais pour la plupart, étaient d'autres sportifs. L'importance des journalistes pour les sportifs, on le connaît depuis des années. On sait que voilà, la médiatisation d'un sportif va engendrer son potentiel pour les sponsors, son potentiel pour sa réussite quasiment future. Donc ça, on en était conscient. Mais pour autant, être de l'autre côté de la barrière cette année, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et surtout de comprendre le cheminement qui amène à faire ce reportage et de savoir aussi ce que la personne a ressenti quand elle a créé ce reportage ou son magazine. Donc c'est vraiment très intéressant d'être un peu plus dans la tête des journalistes et pas simplement consommateur d'un programme. C'est notre rôle, la compétition, journaliste sportif, ça fait partie évidemment de l'essence même de notre travail, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est finalement facile d'être sur une compétition sportive, de la suivre, parce que tout nous est donné, tout est planifié. Là, on doit aller rechercher des histoires, essayer justement d'aller plus loin dans tout ça, d'essayer de trouver des personnalités, de trouver des sportifs qui sont totalement méconnus du grand public. L'histoire, elle est belle surtout de ces Afghans qui se battent justement pour pouvoir être libres sur leur vélo, pour pouvoir s'épanouir enfin dans leur passion qui est le sport et de pouvoir être dans une certaine liberté, même quand elles sont à Kaboul, et de pouvoir pratiquer leur sport alors que les gouvernements ne l'autorisent pas vraiment. Sophie, un mot pour finir. La suite pour Kevin, les prochaines échéances. On parle peut-être d'une participation au championnat d'Europe. Oui, on l'espère vivement parce que ça lui permettra d'acquérir une expérience au niveau senior international et ça nous permettrait de préparer l'année prochaine une arrivée sur des championnats d'Europe en connaissant déjà un petit peu le contexte, puis une préparation dure pour les championnats du monde junior de Taipei, voilà, où il a brillé l'an dernier et on voudrait absolument qu'il arrive à rentrer dans les 5 voire peut-être une surprise au final. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ah, oui. Un mot sur Léa Serna qui défendait donc les couleurs de Agency, qui termine 5e du concours féminin. Oui, alors Léa a fait un très bon programme court. Elle était 3e à l'issue du programme court. Léa n'a pas eu vraiment de chance. Ça fait 1 an qu'elle était sans compétition due à une grave blessure. Et là, elle était revenue vraiment gonflée à bloc, au niveau. Et 10 jours avant les championnats de France, elle s'est malheureusement fait une fracture de fatigue. Donc elle n'a pas pu présenter toutes ses difficultés au championnat. Mais bon, c'est que partie remise, on croit en elle. Elle est vraiment, elle est au taquet. Il faut qu'elle se répare et l'année prochaine, vous entendrez parler d'elle. C'est noté. Merci en tout cas pour votre venue dans notre émission. Encore bravo pour ce titre de championnat de France d'élite qui va compter. Voilà, c'est fini pour cette semaine et cette année 2016. On se retrouve l'année prochaine, en 2017, pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de faire du sport. Bye bye.